et bienvenue dans J'ai 50 ans et alors, un podcast qui accompagne nos transitions. Je suis Sandrine Corbiot, j'adore faciliter les liens, les prises de conscience et le changement. Dans ce podcast, je vous partage des inspirations, des réflexions, des rencontres qui enrichissent mon quotidien. Pas de recettes toutes faites, juste des moments authentiques pour vous inspirer. Un rendez-vous qui fait du bien, une parenthèse qu'on s'octroie dans son quotidien pour marcher vers soi à son rythme. Alors aujourd'hui, on va parler de l'attention et de la relation à soi-même. Alors peut-être que vous aussi, vous êtes pris au piège dans la spirale de l'action, des to-do list qui ne s'arrêtent pas, de ces journées interminables où vie professionnelle et vie privée se superposent. Dans cette course effrénée, peut-être que vous avez aussi du mal à vous octroyer des bulles d'oxygène rien qu'à vous. Vous donnez certainement sans compter, vous consacrez toute votre énergie, votre temps, votre attention aux autres, à vos enfants, votre conjoint, votre famille, votre travail. Vous êtes très attentif aux besoins des autres et pourtant, vous avez peut-être l'impression de passer à côté de quelque chose, de ne jamais en faire assez. Vous vous imposez des exigences qui sont assez élevées et malgré tout, vous vous sentez coupable de ne pas en faire assez, d'être responsable un peu de tout. Vous avez du mal à dire non et vous finissez par ne plus vous écouter. Résultat, peut-être une fatigue mentale et physique qui pèse lourd et une aspiration à plus de joie, de légèreté et de créativité. Dans cet épisode, nous allons en parler avec Catherine Schwennick et nous allons explorer ensemble ce que signifie être en amitié avec soi. Catherine, tu es psychologue, experte en approche neurocognitive et comportementale, formatrice et auteure. Est-ce que tu peux commencer par nous raconter ton parcours, te présenter sur ce qui t'a amené aujourd'hui à faire ce que tu fais? Tout à fait. Donc, comme tu l'as dit, je suis psychologue de formation. Et puis, j'ai eu l'opportunité de vivre à l'étranger une dizaine d'années où là, j'ai pas fait énormément de psycho, sauf à la fin, parce que j'ai eu la chance de travailler avec un psychologue sud-africain qui animait des groupes d'adultes sur développer son intelligence émotionnelle. Donc, j'ai appris beaucoup avec lui. J'ai également donné des cours de philo au lycée français en terminale, donc Noretto. Et j'ai trouvé que ces cours de philo étaient vachement inspirants, que c'était vraiment très intéressant de faire réfléchir en fait les jeunes à des sujets, enfin tous les sujets de notre quotidien, comme l'amour, la mort, les passions, enfin tous les sujets dont traitent les philosophes, mais de point de vue justement de différents philosophes depuis l'Antiquité grecque jusqu'aux philosophes contemporains et de les faire réfléchir en fait, parce que bon, la philo, la psycho, la spiritualité, tout ça, ce sont des thèmes qui me passionnent. Donc je suis également formée à l'approche neurocognitive et comportementale, qui sont des neurosciences fonctionnelles. C'est-à-dire ? Donc, fonctionnel, c'est-à-dire que c'est vraiment appliqué. C'est pas des neurosciences structurelles où on étudie tous les neurones, la matière grise et toutes les glandes possibles qui existent dans le cerveau. C'est vraiment fonctionnel. C'est comment plutôt gérer nos états d'esprit. C'est plus une approche état d'esprit, mais avec des liens neuraux. Donc on voit quand même avec pas mal de, notamment des moines comme Mathieu Ricard qui se sont prêtés à des expériences en imagerie cérébrale, on voit quand même des liens entre certains territoires qui se colorent ou qui sont actifs quand on est dans un certain état d'esprit. Et donc, évidemment, je suis passionnée par tous ces liens entre les neurosciences et spiritualité. Donc, j'ai dévoré tous les livres comme Le cerveau de Bouddha, Neurodharma, enfin, tous ces livres qui mettent en perspective les deux. Et puis, depuis quelques années, j'ai enrichi toute ma connaissance et ma pratique en tant que psychologue et ANC par le bouddhisme, que je vois plutôt comme une science de l'esprit, donc qui m'apporte en fait énormément d'éclairage sur notre esprit et nos états d'esprit. Donc voilà, je fais pas mal de liens entre tout ça. Et on peut dire que le bouddhisme est complémentaire à la psychologie alors ou...
Il y a pas mal de messages communs, la psychologie moderne et le bouddhisme. Et quand on y pense, Bouddha a donné ses enseignements il y a plus de 2500 ans. Mais en fait, ils sont aujourd'hui repris dans beaucoup de courants de psychologie moderne. Et puis, il y a une part spirituelle qui n'est pas reprise par les modèles. Donc voilà, les modèles psychologiques ou scientifiques s'arrêtent à un moment donné et le bouddhisme offre une perspective plus spirituelle que je trouve vraiment intéressante. Et les gens qui viennent chez toi en consultation, dans tes formations, quels sont les principaux motifs pour lesquels ils viennent te voir ? Je dirais déjà un mal-être général, mais qui peut être spécifique à des conflits, à des anxiétés, à des frustrations, à des états dépressifs, à des rancunes, à des traumatismes aussi, puisque je suis formée en EMDR, donc c'est une technique qui traite les traumatismes. Un manque de confiance en soi, beaucoup, un manque d'amour de soi, donc ça on va en parler. Donc ce sont des gens qui en général ne se sentent pas heureux, joyeux, légers. Et toi, qu'est-ce qui t'éclate, qu'est-ce qui t'amuse le plus dans ton travail ? Je pense que ce qui fait vraiment le plus de sens, c'est d'aider les personnes, d'éduquer même, parce que je me considère plus comme une pédagogue que comme une psychologue, parce que je fais plutôt de l'éducation à la connaissance de soi et donner aussi des outils pour pouvoir être autonome dans la gestion de ces états d'esprit, pour pouvoir générer des états d'esprit qui, justement, rendent heureux. Donc, c'est une question d'état d'esprit pour toi ? Oui, alors c'est vrai qu'il y a parfois des circonstances qui sont pas toujours favorables à être heureux, mais quand on y pense, je pense que les circonstances... Alors bien sûr, il y a des circonstances dans lesquelles c'est plus facile d'être heureux que d'autres, bien sûr, mais je pense que c'est quand même secondaire. Parce qu'il y a des personnes qui ont des circonstances vraiment pas favorables et pourtant qui ont des sourires, qui sont heureux, joyeux. Et puis il y a des personnes, surtout, j'accompagne quand même pas mal de personnes qui ont des circonstances ultra favorables. Et pourtant, qui ne ressentent pas toujours ce bonheur, cette gratitude d'avoir tout ce qu'ils ont. Et donc, bien sûr, c'est lié. C'est pour ça que... on en parlera certainement, mais dans la partie prendre soin de soi, c'est aussi de s'arranger pour créer un environnement favorable à un état d'esprit plutôt heureux, si c'est possible. Mais c'est pas toujours possible. Et c'est quoi pour toi ce qui te met le plus en joie dans ton quotidien ? Alors d'abord, j'ai envie de faire la différence entre joie et plaisir, parce que il y a plein de choses qui me feront plaisir, comme manger un bon morceau de chocolat, ou me balader en forêt, ou avoir un échange avec une amie. Donc voilà, ici, être avec toi, ça me fait plaisir. C'est vraiment un moment qui pourrait être même un moment de joie. C'est plaisir partagé. Exactement. Et bon, la joie, je l'associe plus à peut-être un moment de bonheur, parce que pour moi, la joie, c'est quand on est vraiment présent, confiant. Je pense que c'est aussi lié à cette confiance qu'on a tout en nous pour gérer, et d'accueil, on peut parler d'acceptation de tout ce qui est. Et bon, il y a aussi cette notion de présence. Et c'est vrai que quand je consulte, ou là maintenant quand je suis avec toi ici dans cette radio, je sens cette présence. Et cette présence, elle apporte quand même pas mal de joie, de bien-être. Mais c'est plus furtif. Et c'est plus lié à un état d'esprit qu'à des choses extérieures. Alors que le plaisir, pour que j'ai un plaisir à manger un morceau de chocolat, il faut du chocolat. Ouais, alors je peux imaginer manger un chocolat, c'est vrai, mais c'est plus facile quand il est vraiment là. Et donc, c'est plus un mouvement intérieur, alors, chez toi, et chez beaucoup, en fait. Tout à fait. Merci. Et donc, si on reprend le contexte de notre société contemporaine, où on est dans un monde
qui est de plus en plus perfectible, avec des exigences de plus en plus élevées, des pressions toujours plus fortes. Il faut être une maman parfaite, un corps parfait, un intérieur parfait, un boulot parfait. Et en fait, quel est l'impact de cette société sur notre quotidien ? Mais je pense que ça génère beaucoup de souffrance parce que ça va générer énormément de pression, une pression de perfection. Donc on doit tout le temps se perfectionner, être parfait. Alors en plus avec les réseaux sociaux, c'est exacerbé puisque avant les réseaux sociaux, on se comparait avec les gens qu'on côtoyait, mais maintenant on peut se comparer à des gens dans le monde entier. Et donc, cette pression de perfection, elle nous empêche d'avoir une relation à nous qui est bienveillante, qui est douce, parce qu'on est tout le temps en train de se fouetter pour être aussi bien qu'eux, aussi mince qu'eux, aussi performante qu'eux. Et alors, surtout, on a tendance à croire tout ce qu'on voit. On a l'impression que les autres ont des familles parfaites, ils ont des vacances parfaites, ils ont des couples parfaits. Mais voilà, est-ce vraiment bien la réalité ? Mais en tout cas, ça nous détourne de nous. Et est-ce que c'est lié aussi à l'essor du développement personnel qui est partout, tout le temps ? J'ai l'impression qu'il y a des injonctions, faites comme ceci, faites comme cela. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi ? Alors, je pense que c'est un peu à double tranchant. Donc, d'un côté, je trouve que c'est vraiment plutôt encourageant qu'on aille vers le développement personnel, puisque c'est un retour à l'intérieur, c'est de voir voilà, comment est-ce que je peux me développer, être plus heureux. Et le risque, en tout cas, quand je parle de double tranchant, c'est que ça peut aussi mettre une énorme pression. C'est que si on n'est pas heureux, c'est qu'on ne fait pas ce qu'il faut. Déjà, de un, donc on se rajoute la double peine, puisque déjà on n'est pas heureux et en plus on souffre de culpabilité, on se met la pression, on se parle pas bien, on est ultra dur avec soi. Et puis aussi l'autre travers, c'est que parfois c'est l'illusion qu'il y a des petites recettes toutes faites. Et il suffit et alors on est bien. Voilà, moi j'ai vraiment envie de mettre beaucoup de nuances là-dedans parce que c'est un chemin, c'est un travail, c'est une régularité, c'est une discipline. Il n'y a pas de recette magique, je pense. Il n'y a pas certainement pas de choses à l'extérieur qui peuvent nous apporter ce bonheur instantané. C'est vraiment dans sa relation à soi et dans une forme de démarche personnelle. Et donc la comparaison à l'autre, elle n'est pas très utile en fait. Ce qui est intéressant, c'est vraiment de retourner à soi. Elle peut être toxique. Elle est toxique. Oui, parce qu'elle met une pression et elle nous génère des comparaisons, soit à la hausse, ce qui génère de l'arrogance ou de l'orgueil, soit à la baisse, ce qui génère un sentiment d'être nul, de ne pas y arriver, de culpabilité peut-être, de découragement certainement. Il y a beaucoup de gens qui sont découragés, qui disent j'ai suivi plein de stages, plein de thérapies, j'ai suivi plein de podcasts, je fais du yoga et je m'en sors pas parce que c'est pas aussi simple. Et donc il y a aussi l'échec, un manque de tolérance par rapport à l'échec. Oui, l'échec a quand même une connotation terriblement négative, alors que l'échec, c'est juste une expérience. Et c'est normal, ça fait partie de la vie, en fait. Mais il y a des choses, c'est intéressant, parce qu'on voit quand un jeune enfant apprend à marcher et qu'il se casse la figure plein de fois, on ne voit pas ça comme un échec. On voit ça comme un apprentissage, et que c'est normal. Et par contre, nous, déjà très jeunes, quand on fait des fautes d'orthographe, c'est très vite perçu comme un échec. Et donc, c'est vraiment de changer son regard sur l'échec et de voir que, vivre, c'est faire des expériences qui parfois génèrent des sensations agréables, parfois désagréables. Et c'est souvent dans l'échec qu'on évolue le plus, en fait, puisque là, on se pose plus de questions. Quand on réussit, en général, on développe plus d'arrogance, parce que j'ai réussi. Donc, ça marche, c'est que je fais bien.
L'échec nous permet d'apprendre, en fait, d'évoluer. Oui, tout à fait. Je suis en train de lire un livre, j'ai oublié l'auteur, mais je peux le retrouver, où elle dit qu'il ne faut pas se fier à ses réussites. Il faut se fier à la réalité, telle qu'elle est. Donc, pas se dire, quand je fais ça, ça marche, parce que le risque, c'est de croire qu'il suffit de faire ça pour que ça marche. Et ça, c'est pas vrai, parce que la réalité, elle est, et parfois on fait tout bien, et on n'obtient pas le résultat. Et donc, j'aime bien cette petite formule qui dit de rester engagé, puisque vivre, c'est s'engager dans plein de choses, la parentalité, l'amitié, son couple, ses projets professionnels, et non attaché au résultat, c'est-à-dire que le résultat que nous, on perçoit comme réussite ou échec, c'est vraiment de lâcher cette connotation. Le résultat, c'est la réalité. Mais nous, on aura fait notre part. Oui, donc c'est de rester à sa place, en fait. Oui, de rester proactif et de ne pas être centré sur « je fais ça pour obtenir tel résultat ». Donc, il y a beaucoup de personnes maintenant qui méditent parce que méditer, ça apporte du bien-être. Alors, elles méditent et elles attendent le bien-être. Mais c'est plus de dire « je médite, je fais ce qu'il faut pour calmer mon esprit et on verra le résultat ». Donc, c'est un peu cette expression que j'aime bien, c'est « Inch'Allah ». Le résultat, on verra bien, mais je ne me crispe pas, je ne m'attache pas au résultat. Détaché du résultat. Mais en fait, détaché du résultat, on pourrait le faire en méditant, on pourrait le faire... dans l'éducation de ses enfants aussi. Dans l'éducation, dans le travail, on est quand même fort attaché aux résultats. Dans notre société, on est fort attaché au faire, à avoir des résultats. Alors que c'est plutôt ce que tu prônes ici, enfin, ce qui, toi, te rend heureuse, c'est plutôt d'être, en fait, que de faire. Oui, et d'être proactif. Tu vois, par exemple, par rapport à l'éducation de mes enfants, j'ai fait du mieux que je pouvais. Mais je n'ai aucune garantie que mes enfants vont être heureux, vont avoir une vie paisible. Et ça, c'est leur histoire. Et un autre exemple aussi, c'est je suis engagée et proactive dans ma santé. Donc je fais ce que je pense qu'il faut pour maintenir une bonne santé, mais je n'ai aucune garantie d'être en bonne santé. Parce que le résultat, je ne le contrôle pas. Il est dû à une complexité de facteurs et, sur lesquels j'ai aucune prise. Par contre, faire ce qui dépend que de moi, que ce soit dans mon couple, dans mes projets professionnels, dans l'éducation de mes enfants, dans ma santé, au moins je suis en paix avec moi. Après, le résultat, ça dépend tellement de facteurs que c'est plus sage de lâcher prise. Oui, donc c'est ce fameux lâcher prise, mais donc lâcher prise, c'est un mouvement quand même actif. Oui, c'est lâcher prise sur le résultat, mais rester proactif. Ouais. Et donc, pour toi, alors Catherine, c'est quoi ta solution ? Comment est-ce qu'au quotidien, tu parviens à te sentir bien malgré un agenda bien rempli, des sollicitations dans tous les sens, la pression, la perfection, en faire toujours plus, être disponible pour tout. C'est quoi ta solution ? Je pense que je n'ai pas une solution magique, en tout cas. Et je me fais encore vachement avoir par cette pression, cet agenda rempli, ne pas mettre mes limites. Ce qui m'aide, en tout cas, moi, c'est en tout cas de méditer régulièrement pour calmer mon esprit, parce que dès que je sens que mon esprit est agité, je vois plus très clair, en fait, même dans les priorités, dans ce qui est juste pour moi à faire. Me rappeler de notre finitude. Donc moi, quand je me rappelle qu'un jour, tout va s'arrêter, mon corps va mourir, et je ne sais pas quand. Donc c'est vraiment méditer sur l'impermanence, en tout cas contempler l'impermanence, que ce moment qu'on partage, il va s'arrêter, que tout apparaît et disparaît, y compris ce corps. Ça m'aide à plus être présent, en tout cas ça me ramène dans le présent, et à profiter de chaque instant. Parfois j'ai envie de dire à des personnes qui ont des problèmes, je sais pas, au boulot, de dire mais profitez un peu de vos problèmes, parce qu'un jour ce sera fini. Mais ce jour-là, ce sera la mort de votre corps. Et que tout peut être une opportunité, en fait, de se connaître, d'apprendre sur soi, sur l'autre.
Et de plus en plus, j'ai vraiment appris à prendre soin de moi et à faire cette différence entre prendre soin de moi et se préoccuper de moi. Donc se préoccuper de moi, c'est moi. Moi d'abord, mes enfants, mes projets, mes affaires, mon temps, donc moi. Et très vite, quand on est dans le moi... C'est très égocentré, ça. Voilà, on a des comportements très égocentrés et on est vite frustré, déçu, agacé, triste, parce que voilà, les choses ne se passent pas toujours comme moi je le souhaite. Alors que prendre soin de moi, ça c'est plus... d'abord, ça prend du temps. C'est méditer, par exemple, le matin. C'est me nourrir sainement, aller dormir à une heure qui me convient. Créer un environnement, justement, favorable à mon bien-être. Aller faire des promenades dans la nature. Donc ça, c'est prendre soin de moi. C'est comme quand je prends soin d'un enfant ou d'un ami ou même d'une plante ou d'un animal. Je prends soin, c'est-à-dire que je crée des conditions pour qu'il soit bien. Et ça, c'est de le faire avec moi. Et de le faire évidemment avec les autres. Mais c'est la métaphore du masque à oxygène, à mettre d'abord sur son nez. Et puis après, on s'occupe des autres dans les avions. Hein, et on dit d'abord, mettez le masque à oxygène sur votre nez, et puis occupez-vous des enfants, des personnes qui s'en sortent pas. Mais donc, c'est le soin à soi, c'est la première chose à faire pour pouvoir bien prendre soin des autres. Voilà, c'est ce que j'essaie de mettre en pratique et continuer à m'inspirer à travers des lectures, des retraites, de continuer à nourrir mes solutions intérieures. On disait que dans nos vies, on avait plein d'obstacles. Et donc, quelles sont, toi, tes solutions pour vivre avec ces obstacles et vivre son quotidien malgré les difficultés? Alors, en fait, quand j'ai découvert l'approche neurocognitive et comportementale, donc Jacques Fradin, qui est le docteur en médecine derrière ce modèle, nous présentait les choses dans une équation. Donc, il parlait beaucoup du stress, qui était quelque chose qui affecte vraiment fortement notre bien-être, et que pour être stressé, il fallait un déclencheur, que lui appelle le stresseur, multiplié par une stressabilité. Et notre stressabilité, c'est notre vulnérabilité à ce stresseur. Donc, par exemple, si j'illustre l'équation, je sais pas, le stresseur peut être en retard à un rendez-vous. Donc, il est là ou il n'est pas là. Donc, je suis en retard ou je suis à l'heure. On peut prendre l'échec. Si le stresseur, ça peut être l'échec, rater un examen, je rate ou je réussis. Donc, le stresseur, il est là ou il n'est pas là, mais il peut être imaginé aussi. Donc, je peux déjà être stressé, rien qu'à imaginer que je vais rencontrer l'échec. Et la stressabilité, c'est notre vulnérabilité à ce stresseur, que ce soit le retard ou l'échec ou plein d'autres choses. Et ça, c'est plus individuel, puisque c'est plus lié à mon état d'esprit. Donc, il y a des personnes qui, même en retard, restent calmes, parce qu'elles rencontrent le déclencheur, le retard, mais leur stressabilité est faible. Ou même en cas d'échec, il y a des personnes qui sont très cool alors qu'elles ratent en disant dans des cultures plus anglo-saxonnes, le rapport à l'échec est différent. Donc il y a une stressabilité qui est vraiment moins forte. Et donc, le stress est moins fort. Et donc, j'ai déjà été, tout au long de ces années, puisque j'ai découvert l'approche neurocognitive début des années 2000, 2003, je crois, 2004, j'ai déjà été habituée à, en tout cas, pas confondre le stresseur et mon état. Donc, quand je suis stressée, il y a quelque chose qui a déclenché, qu'on appelle le stresseur. Ça peut être... le désordre, ça peut être plein de choses. Mais j'ai quand même développé ce réflexe de dire que le problème, c'était surtout ma stressabilité. Et donc, comment tu t'occupes de ton esprit alors, c'est ça ? Alors, la stressabilité, l'ANC, que tu connais bien aussi, a développé déjà plein d'exercices pour diminuer notre stressabilité. Notamment le pack aventure, c'est voir les avantages des désavantages. J'ai échoué. Bon, les désavantages de l'échec, ça c'est facile. Mais quels sont tous les avantages à l'échec ? Et ça, spontanément, on ne les voit pas. Des exercices comme les pensées alternatives. Voilà, c'est quelle pensée je peux avoir
autour de l'échec, par exemple, comme ça arrive, c'est une opportunité d'apprendre, c'est normal. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie du package, ça fait partie de la vie, etc. Voilà, il y a donc une série d'exercices qui ont été développés par Jacques Fradin et que j'ai mis en pratique pour diminuer ma stressabilité. Maintenant, je rencontre toujours les mêmes déclencheurs, mais comme ma vulnérabilité est moins forte, je déclenche moins de stress. Donc ça, c'était mon entraînement avant de rencontrer le bouddhisme, qui, eux, présentent les choses c'est assez similaire, en tout cas ça apparaît assez similaire chez moi. C'est qu'ils font la différence entre les problèmes extérieurs et qui nécessitent des solutions extérieures, et les problèmes intérieurs qui nécessitent des solutions intérieures. Tu peux me donner un exemple ? Eh bien, quand est-ce que la dernière fois tu as rencontré un problème extérieur ? Tu as eu un problème de voiture, un problème J'ai crevé un pneu. Ah ben voilà. Donc ça, c'est un problème extérieur. Qui nécessite bien sûr une solution extérieure. C'est-à-dire, je ne sais pas si tu as été capable de remplacer ce pneu toute seule. Vraiment, non. Voilà, donc la solution extérieure, c'est d'appeler soit Touring Secours, soit un ami fort et musclé qui peut remplacer ce pneu. Donc ça, ce sont des solutions extérieures et c'est bien sûr utile. Et toute notre éducation, toute la scolarité, toutes les études que j'ai faites, toutes les choses que j'ai apprises, c'est surtout pour résoudre des problèmes extérieurs. Et quand on regarde où en est la société ou l'humanité, on a développé énormément de solutions extérieures. On fait des choses incroyables, que ce soit au niveau médical, au niveau de l'espace. Donc c'est vraiment, c'est à la fois super. Donc ça, c'est une chose. Et il y a les problèmes intérieurs. Et les problèmes intérieurs, ils sont non physiques, c'est-à-dire que ils sont c'est plus des états d'esprit, c'est plus de l'énervement, des frustrations, des déceptions, de la tristesse, de l'anxiété, de la peur. Donc c'est tous nos états ressentis émotionnels. Et c'est non physique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à un chirurgien de nous opérer et de nous enlever toute notre anxiété. C'est parce que ce n'est pas physique. Et donc, tous ces problèmes intérieurs, qui sont non physiques, demandent des solutions intérieures, qui sont aussi non physiques, qui sont aussi liées à des états d'esprit. Et en fait, nous, on a deux tendances. On a la première tendance qui est de se taper la double peine. Quand on a un problème extérieur, on a instantanément presque un problème intérieur aussi. Peut-être que ça a été ton cas quand tu as réalisé que ton pneu était crevé. Peut-être que tout de suite, tu t'es dit « Ah, merde alors, zut, c'est pas possible » ou tu as été rempli d'anxiété « Zut, comment je vais faire ?» Énervé. Voilà, tu étais plutôt énervé. Donc, ça, c'est la double peine. Donc, déjà, tu as un pneu crevé et en plus, tu es énervé. Ce qui n'est pas bon pour toi, pas bon pour ta santé, pas bon pour ta créativité et certainement pas bien pour ton bien-être, puisque être énervé n'apporte pas énormément de bien-être. Et donc, le premier problème qu'on a, c'est que comme on n'a pas appris à distinguer les problèmes extérieurs des problèmes intérieurs, on fait un amalgame. Pour nous, c'est à cause de mon pneu crevé que j'ai un problème intérieur. Et en fait, là, j'ai vraiment appris, ancré plus cette prise de conscience que ça n'a rien à voir, que le pneu crevé déclenche, mais c'est pas la cause de mon énervement. C'est comme, je donne souvent l'exemple des allergies alimentaires. Où j'ai la fille d'une amie qui est allergique aux cacahuètes. Et quand elle mange une cacahuète, elle gonfle. Donc elle a sur elle toujours une piqûre d'antihistaminique puissant. Et donc la tendance, c'est que si je suis allergique aux cacahuètes et que je mange une cacahuète, c'est en tout cas tentant de dire c'est à cause de la cacahuète que je suis aux urgences. Et là, on voit bien que non, c'est à cause de mon terrain allergique que je suis aux urgences, parce qu'il y a plein de gens qui mangent des cacahuètes et qui vont pas aux urgences. Donc, on a tendance à accuser l'extérieur de nos problèmes intérieurs. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est vraiment de faire la différence, de dire, OK, j'ai déjà un pneu crevé, ce qui est déjà un problème extérieur. Je vais pas en plus envahir mon esprit avec un problème intérieur, sauf que on n'a appris nulle part, enfin en tout cas moi, j'ai appris après à l'âge adulte, mais je n'ai appris nulle part des solutions intérieures.
qu'est-ce que je fais, moi, pour protéger mon esprit de cet énervement, de cette anxiété, de cette colère, de cette tristesse. Ça, je ne sais pas comment on fait, en fait. Donc, je subis un peu les problèmes extérieurs. Et voilà, et donc je dois un peu me débrouiller avec ce que ça génère à l'intérieur. Donc ça devrait faire partie de l'éducation, en fait, apprendre à écouter ce qui se passe à l'intérieur. Pour moi, oui, je pense que l'éducation, elle est super à plein de niveaux, mais elle ne nous apprend pas à développer des solutions intérieures, alors que, et c'est paradoxal, parce que plus on a des jobs à responsabilité, donc sans doute plus on a des beaux diplômes, plus on a des biens, plus on a d'enfants, plus on a de personnes à gérer, plus on va rencontrer des problèmes extérieurs. Donc j'ai doublement intérêt à mettre en place des solutions intérieures pour que je puisse ne plus appeler ces problèmes extérieurs des problèmes, mais juste la vie. Ou voilà, ça fait partie de mon métier, c'est des choses à gérer, bien sûr. Et j'ai choisi, si j'ai une équipe à gérer, je sais que je vais rencontrer des problèmes extérieurs. Mais je suis ravie de les rencontrer puisque j'aime mon métier. Et donc, c'est plus un problème si j'arrive à me protéger mon intérieur. Mais si je rentre chez moi, énervée, frustrée, agacée, angoissée, que je ne dors pas la nuit, là, je vais plus aimer mon métier puisqu'il va d'ailleurs causer beaucoup de mal-être et peut-être m'amener au burn-out. Alors, c'est déclenché sans doute par des comportements de membres de mon équipe ou c'est déclenché par plein de choses à l'extérieur. Mais comme je n'ai pas appris à protéger mon esprit de tous ces problèmes intérieurs, je me sens très démunie. Et donc, une façon de le protéger, c'est l'acceptation ? Notamment, c'est vrai que accepter sans juger, c'est très, très difficile. On n'est pas du tout habitué à faire ça. Donc, accepter, c'est pas dire que c'est chouette ou pas chouette. C'est. Et donc, je fais ce petit exercice qui a été, que j'ai découvert dans un des livres d'Arnaud Desjardins, qui est ce Français qui est vraiment super inspirant. Et il parle beaucoup de l'acceptation. Et il dit de s'attraper en flagrant délit de refus. Donc, et c'est vrai que quand je fais attention, en fait, parce que parfois je loupe plein de refus, évidemment, mais quand je fais attention, je me dis c'est incroyable, mais on passe son temps à refuser. Donc, par exemple, quand je dis c'est vraiment dommage, et là, j'arrive à m'attraper en flagrant délit. Je dis non, c'est pas dommage, c'est. Ou c'est quand même incroyable. Non, c'est pas incroyable, c'est. Après, qu'est-ce que je vais faire avec ce qui est ? Mais c'est de sortir du jugement et que c'est bien, pas bien. Donc voilà, accepter sans juger ce qui est. Et puis après, je vois maintenant comment je vais me positionner par rapport à ça. Une autre solution intérieure, je trouve, qui est et là qui m'a été apportée plus par le bouddhisme, c'est vraiment ressentir de la bienveillance de la bienveillance et de l'amour pour soi et pour les autres. C'est de partir du raisonnement que tous les êtres souhaitent être heureux et personne n'a envie de souffrir. Et donc que tout ce qu'on fait, on le fait parce qu'on croit que ça va nous rendre heureux. Donc les gens qui font des carrières, ils pensent que ça va les rendre heureux. Les gens qui mènent des guerres, Poutine, il croit que vraiment ça va le rendre heureux et rendre heureux son peuple. Donc l'intention, je pense, dans tout ce qu'on fait est sincère. C'est qu'on croit que ça va nous rendre heureux. Sauf qu'on part dans la mauvaise direction, puisqu'on part dans chercher des solutions extérieures. Et donc, le fait de remplir son esprit de souhait d'être heureux et que tous les êtres qu'on rencontre puissent être heureux, même ceux, alors il y en a où c'est facile. C'est facile de souhaiter ça à notre chat ou notre chien, parce que, ou un enfant démuni, un bébé, c'est facile. C'est facile avec les gens qu'on aime. Quoique, parfois, quand ils répondent pas toujours à nos attentes, c'est pas toujours facile. Mais alors, les gens qui nous ont fait du mal, ça c'est vachement plus difficile. Et pourtant, c'est souhaiter le bonheur de l'autre qui rend heureux. Et ça, c'est vraiment intéressant d'en faire l'expérience. Je donne souvent comme exercice à faire aux personnes que j'accompagne, de dire, alors, espérons qu'ils habitent à Bruxelles et qu'ils prennent le métro ou le tram, en tout cas qu'ils rencontrent beaucoup d'humains, c'est de dire, mentalement, donc vous regardez les êtres, que ce soit des chiens, des humains, et mentalement, vous générez ce souhait
qui puisse être heureux. Et vous observez ce que ça génère chez vous. Et en fait, ça génère vraiment, comme tu parlais tout à l'heure, de la joie, de la légèreté, du bien-être. Donc ça, c'est une des solutions intérieures que je mets en pratique et que je trouve vraiment très efficace. Et plus on le fait, parce que je le fais aussi régulièrement, plus on le fait, plus on sent que notre esprit est beaucoup plus moins centré sur lui, plus ouvert, plus... Oui, tout à fait. Donc c'est vraiment cet aller-retour, et c'est subtil, entre prendre soin de soi ou s'occuper de soi, donc créer les conditions favorables à notre bien-être, et prendre soin des autres, et puis s'éloigner de se préoccuper de soi, moi, qui génère beaucoup de comportements qui nous font du tort, qui font du tort aux autres, et aller vers plus la préoccupation du bonheur de l'autre. Mais tout en prenant soin de soi. Donc, c'est souvent mal compris, en fait, ces deux notions. Oui. Tu vois, je travaille beaucoup dans les milieux hospitaliers et je vois beaucoup d'infirmières, de soignants qui prennent soin de l'autre, mais avec un esprit préoccupé par elles. Elles râlent, elles disent j'ai autre chose à faire, et celle-là, elle n'a pas fait son... Et cette famille-là, elle est ceci, et ce patient. Donc, ils ne font que râler. Pas tout le monde, évidemment, mais les personnes qui râlent, elles prennent soin de l'autre, mais en se préoccupant d'elles. Et pas avec bon cœur, quand elles font un soin en disant « Ok, il y a des absents, on est en sous-effectif, mais je vais rentrer dans la chambre de ce patient et... mon souhait intérieur, c'est que cette personne soit heureuse. Et en plus, je vais prendre soin d'elle. Mais je vais me décentrer de moi. Et là, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de mal-être, notamment dans les milieux hospitaliers, mais dans tous les milieux. Mais il y a aussi une notion d'apprendre à s'écouter aussi. Oui. D'apprendre à dire non. On n'a pas appris. Non. Tout à fait. Donc, comment est-ce que toi, tu fais pour sentir qu'à un moment donné, c'est non, à un moment donné... Je ne suis pas la plus douée pour ça, parce que c'est vrai que parfois, je ressens non, mais je dis oui. Ah oui. Et c'est intéressant, parce que ce week-end, j'ai été un week-end, c'était la guérison spirituelle, et c'était animé par un Canadien qui s'appelle Alain Beauregard, qui a un super beau nom. Et donc, il faisait un témoignage de... lui, il a traversé un cancer... mais un cancer de la vessie métastasé, donc on lui donnait entre 3 et 6 mois à vivre, et il a vraiment utilisé le pouvoir de l'esprit pour se guérir, et c'était vraiment intéressant, puisque là il dit j'avais pas le temps de commencer à faire une thérapie et d'apprendre justement à m'écouter, parce que c'était un homme d'affaires, même s'il était bouddhiste, il méditait un peu comme beaucoup de gens méditent, j'ai fait ma petite méditation, tac, mais c'était vraiment quelqu'un qui était dans les rôle d'homme d'affaires, rôle de père, il décrit vraiment bien ça, et il a appris justement à s'écouter. Et ça m'a vraiment beaucoup touchée, parce que c'est vrai que dans la bienveillance envers soi, il y a cet accueil et cette écoute inconditionnelle de soi qu'on fait pas, en fait, qu'on n'est pas du tout. Au contraire, nous, on s'écoute pas, on refoule, on nie, on n'écoute pas son corps, on n'écoute pas non plus ses émotions, son esprit. Et il nous a vraiment invités à pratiquer le oui à tout ce qui apparaît, mais c'est un oui à toutes les sensations du corps. Donc, par exemple, il donnait un exemple, c'est pas oui à tout. Donc, si tu me demandes d'aller te conduire cette nuit à Zaventem, c'est pas de te dire oui, c'est de dire oui à ce que ça génère chez moi. Même des choses qui sont pas agréables. Donc, par exemple, si je me dis tiens, Sandrine, elle est vraiment gonflée de me demander ça, c'est accueillir ce que je ressens, même si je trouve que c'est pas chouette de penser ça. Et donc, moi, la tendance, c'est de me dire je rends service à Sandrine, je pourrais quand même lui rendre ce service, c'est pas si grave, je redormirai après. Et donc, je vais te dire oui, alors que intérieurement, il s'est passé quelque chose que je n'ai pas écouté. Et c'est vraiment c'est ça que j'ai compris, moi, ce week-end, qui n'était pas très clair, c'est dire oui et accueillir tout ce qui se passe à l'intérieur de soi, dans son corps, pas ses pensées, parce que souvent on écoute ses pensées et là on alimente en fait notre frustration et notre anxiété, mais c'est d'écouter le corps, d'écouter ce qui se passe dans le corps.
Donc c'est de nouveau à l'intérieur, mais est-ce que ce serait aussi apprendre à... Quand on apprend à s'aimer, plus on apprend à s'aimer, moins on accepte les mauvais traitements et plus on parvient à dire non. Non. Oui. Et à être authentique. Je pense que vraiment, des 2 clés, c'est l'authenticité, mais avec soi d'abord, et l'honnêteté avec soi aussi. Et l'authenticité, l'honnêteté et l'humilité. Voilà, c'est accepter qu'on est imparfait et qu'on n'est pas perfectible. Voilà, on n'est que des humbles êtres humains. On n'est pas parfait biologiquement. C'est dans notre nature de tomber malade et on tombera malade. C'est normal. Et donc, nous, on veut un corps parfait qui n'est jamais malade. On veut un comportement parfait qui est toujours juste. Mais c'est d'accepter nos imperfections et accepter même les choses qu'on veut vraiment cacher, refouler à nous-mêmes. Parce qu'on trouve que c'est vraiment noir, sombre et on n'en est pas fier. Mais c'est d'accueillir tout ça. Et ça, c'était une de ces clés de la guérison. Ça nous permet de sortir du jugement aussi. Oui, de sortir du jugement, tout à fait. Et d'être en amitié avec soi, de ressentir vraiment cette tendresse, cet accueil de soi, cette bienveillance envers soi, qu'on n'a pas appris. On est dur avec nous. Et donc, pour terminer, j'avais envie de te demander qu'est-ce que la citation suivante t'inspire ? L'herbe n'est pas plus verte ailleurs, elle est verte là où on l'arrose. Ouais, c'est vrai que je trouve que c'est une petite citation qui est inspirante quand, surtout avec les réseaux sociaux et tout ça, on a l'impression que la vie des autres est beaucoup plus chouette que nos vies, que ça a l'air plus harmonieux, plus fluide. C'est aussi quand on veut changer de boulot, on veut changer de couple, on veut même changer d'enfant. Parfois, on a l'impression que ce serait mieux si on en avait d'autres. Eh bien, c'est vraiment de dire, c'est... par rapport, que ce soit à notre rapport à nous, mais à notre rapport à l'autre ou à ce qu'on fait, en fait. C'est un peu en lien avec ce que je disais tout à l'heure, c'est de rester engagé. Donc, arroser nos relations, arroser notre esprit de plein de choses qui nous font du bien, arroser notre couple. Et c'est là où l'herbe est verte. Mais c'est vrai que peut-être ça donne envie, l'herbe d'à côté, mais peut-être que c'est parce qu'il l'arrose bien et que nous, on n'arrose pas notre herbe. Et donc, c'est vraiment de revenir à soi, de revenir à qu'est-ce que je fais moi pour créer les conditions pour mon bonheur, pour mon bien-être, pour des relations harmonieuses, pour que ma vie soit le plus agréable possible, malgré le fait que la souffrance fait partie de nos conditions et que c'est normal. Donc ce serait arroser aussi notre vie intérieure ? Oui, notre vie intérieure et les solutions intérieures. Et est-ce que tu penses que arroser nos vies intérieures, c'est plus spécifique à la cinquantaine ? Est-ce que... En tout cas, cette transition du milieu de vie, oui, où on est impacté autrement ? Sans doute que oui. Pourquoi ? Parce que à partir de 50 ans, on commence à plus souffrir. D'abord parce qu'on a peut-être perdu déjà des êtres chers, on commence à avoir des bobos, des maladies, ce qu'on a moins à 20 ans ou à 30 ans. On commence à s'épuiser dans ce qu'on fait. On a été sur un rail et on se demande est-ce que ça a du sens, tout ce que je fais. On se rapproche aussi plus de la fin. Aussi, donc on est plus confronté à notre finitude et donc on se pose plus de questions en disant aujourd'hui c'est le premier jour du reste de ma vie, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire? Et donc oui, je pense que c'est peut-être plus propice, bien que ça commence à venir aussi dans les nouvelles générations qui commencent en tout cas à se poser des questions, ce que je trouve vraiment chouette. Oui. Voilà, c'est... Je milite beaucoup pour que ça commence jeune. Oui, et donc l'âge, alors j'aurais envie de terminer que l'âge, même si on a envie que ça commence jeune, mais est-ce que l'âge, ce serait quelque chose qui nous rend plus humains, plus intègres, plus authentiques, plus vrais ?
C'est pas gagné, mais c'est possible. En tout cas, c'est une belle opportunité de constater qu'on vieillit, que les problèmes extérieurs, parce que les problèmes de santé restent des problèmes extérieurs, qu'on vont commencer à se multiplier et que j'ai intérêt à développer des solutions intérieures pour souffrir le moins possible de tous ces problèmes extérieurs, notamment des problèmes de santé, mais aussi les problèmes liés à l'âge. Donc ça peut être une belle opportunité. Et je pense que c'est intéressant de guider pour que tout le monde puisse saisir cette opportunité. Eh bien, merci beaucoup Catherine pour tous ces enseignements, pour toute cette sagesse. Donc, pour plus d'infos sur Catherine Schwenig, vous pouvez aller vous balader sur son site. Il y a plein de ressources, il y a les livres aussi qu'elle a écrits, essentiellement au niveau de la parentalité, de l'éducation. Donc, c'est www.catherine-schwenig.com. Et alors, si vous voulez être tenu au courant de mes actualités, j'organise régulièrement des parcours que je crée avec Catherine Schwenig. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Donc, ma newsletter, c'est www.sandrinecorbio.be/newsletter. Et on a développé aussi avec Catherine un parcours pour vous aider à transformer votre état d'esprit même quand les choses vont mal. Développer un état d'esprit plus ouvert, positif et altruiste. Donc tout ça, ça se trouve sur mon site et je vous dis une bonne journée et à la prochaine émission. Merci. J'espère que ce podcast vous a aidé à cheminer. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager ou à le commenter. Et si vous voulez plus d'infos sur mes activités, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Je mettrai tous les liens sous ce post. Ce podcast fait aussi partie d'une émission diffusée sur Radio Alma tous les 2e mardis et derniers mardis du mois. J'en profite pour remercier David Martinez pour la réalisation de ce podcast. Pour rappel, je suis Sandrine Corbiot, j'adore faciliter les prises de conscience et le changement et je me réjouis de vous retrouver la prochaine fois. À bientôt!